On accueille Jacques Neria, notre invité. Bonjour et merci à vous, ancien officier du renseignement militaire israélien. Et vous êtes chercheur également au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Les civils israéliens l'ont ciblé de manière délibérée apparemment. L'attaque, en tout cas, c'est l'une des plus graves depuis le début de la guerre, en tout cas pour le front nord. Elle porte, vous diriez, l'empreinte du Hezbollah, que ce soit dans le matériel, aussi dans la volonté de... Le Hezbollah a pris totalement responsabilité de l'attaque en prétendant que c'était une unité militaire. Alors on sait très bien que ce sont des employés de la compagnie d'électricité qui étaient sur place. Donc, et puis surtout, on se promène avec un véhicule qui n'est pas un véhicule militaire. On le voit certainement. Donc ce qui fait que cette attaque délibérée, tout ça ne correspond pas à ce que le Hassan Nasrallah nous a dit hier, comme quoi il n'attaquait pas des cibles et des objectifs civils. Attaquer Kiryat Shmona, c'est naturellement attaquer une base militaire. Attaquer les Krayot, donc au nord de Haïfa, c'est une base militaire aussi. Donc, alors tout simplement, c'est le jeu que Hezbollah est en train de mener avec nous. Il est en train de nous habituer à une guerre. Il veut nous habituer à une guerre d'usure entre lui et nous. Et c'est lui qui, pour l'instant, prend les devants. Chaque fois, c'est lui qui hausse, je dirais, d'un cran l'escalade. Il utilise, si on compare à partir du 8 octobre jusqu'à aujourd'hui, les moyens utilisés par Hezbollah, on est complètement sidéré. Alors, on a commencé par des attaques avec des missiles anti-tanks. On est arrivé à des missiles Barkhane d'une portée de 10 km avec une ogive de 100 kg d'explosifs. Et on a vu aussi le Hezbollah utiliser des fusées, des missiles solaires, donc tirés sur les drones, tirés sur les avions. On a vu le Hezbollah utiliser des drones d'attaque. Et ce qui ne plaît pas tellement à M. Nasrallah, c'est le fait que ces cellules, à lui, anti-tank, sont tout le temps la proie de nos drones d'attaque. Donc c'est quelque chose qui ne s'attendait pas. Mais on est en train de voir se développer entre nous et le Hezbollah une guerre de drones. Les drones du côté Hezbollah qui pénètrent en territoire israélien et des drones d'attaque et des drones de reconnaissance. Comme il a dit hier aussi, ce sont des drones qui ont survolé, selon lui, jusqu'à la région de Haïfa pour prendre naturellement des photos aériennes de toutes les installations qui les intéressent à eux. Donc, de ce point de vue-là, Hezbollah veut calmer le jeu en disant, écoutez, c'est ce que notre contribution à la guerre avec Hamas. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons obligé Israël de déployer des unités qui devaient être dirigées vers Gaza. Elles le sont maintenant face au Liban. En deuxième lieu, nous avons fait évacuer 60 000 habitants de la région. Donc c'est du jamais vu en Israël depuis 1948. Et troisièmement, la frontière est une frontière aujourd'hui très chaude, donc un échange de feu constant entre nous et le Hezbollah. On se trompe quand on dit que nous ne sommes pas en guerre avec Hezbollah. Au contraire, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à partir du 8 octobre. Maintenant, la question est de savoir combien de temps est-ce qu'Israël va supporter ce comportement du Hezbollah. Donc, et notre ministre de la Défense a dit, une fois que vous verrez que nous attaquons Beyrouth, c'est-à-dire que vous allez comprendre que nous en avons eu assez. Alors justement très rapidement, parce que vous dites que à chaque fois c'est le Hezbollah qui prend les devants pour monter d'un cran dans cette escalade. La logique voudrait qu'Israël maintenant rompe avec ça et frappe un coup sérieux cette fois-ci. Alors on a essayé de lui faire comprendre en attaquant un véhicule du Hezbollah qui avait lancé un missile au-delà du Zahrani, c'est 45 km de la frontière israélienne. On a aussi sans doute bombardé dans d'autres régions en profondeur, mais pas assez. Donc on s'est concentré sur une ligne de, je dirais, plus ou moins de 4 à 5 km de profondeur. C'est la même chose du côté de Hezbollah. Et Hezbollah a transformé cette bande frontalière en une zone de sécurité pour lui. Voilà, on y reviendra dans quelques instants. Vous restez avec nous, Jacques Neria. On va se diriger cette fois-ci vers le sud d'Israël avec Ava Merji, notre envoyé spécial en direct de Sderot. Bonjour Ava. La situation d'abord autour de vous. On sait que les combats sont toujours en cours en ce moment à Gaza, même si on parle de cette pause tactique pour faire évacuer les civils gazaouis. Il y a eu encore en tout cas des tirs de roquettes ces dernières heures.
Oui, des tirs de roquettes et on entend maintenant encore des tirs d'artillerie de Tsahal en direction de la bande de Gaza en réponse à ces frappes aériennes, ces tirs d'artillerie qui ont rythmé la matinée. Il y a eu effectivement quelques alertes dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, donc là où sont positionnées les forces israéliennes. Tout à l'heure, il y a eu des rapports de frappe signalés du côté du sud de la bande de Gaza, aussi Rafah, Khan Younes, donc des combats encore aujourd'hui. Tout à l'heure, le ministère de la Santé palestinien affirmait que les forces israéliennes étaient à peine 100 mètres de l'hôpital Shifa et qu'il y avait des tirs partout, tout autour. Évidemment, Tsahal ne confirme pas, ne donne pas d'informations en temps réel. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entrée dans cet hôpital Shifa, opération très complexe et risquée, il faut encore que les civils gazaouis qui sont encore là puissent être évacués. Selon l'estimation des Nations Unies, au moins 200 000 Gazaouis ont pu être évacués depuis le nord de la bande de Gaza ce week-end. Dans cette optique, Tsahal a ouvert encore aujourd'hui un corridor d'évacuation sécurisé, corridor qui restera ouvert jusqu'à 16h. Il y avait aussi au nord de la bande de Gaza une pause de 4 heures dans les combats, une pause qui est désormais terminée, et des couloirs d'évacuation, encore des passages sécurisés toujours pour évacuer depuis l'hôpital Shifa et depuis deux autres hôpitaux, les hôpitaux Nasser et Rantissi, tous deux évacués pour permettre toujours le passage des civils gazaouis vers le sud de la bande de Gaza. Voilà, donc les préoccupations humanitaires. Merci beaucoup Ava Merji en direct de Sderot. On va résumer tout cela au nord. Donc l'aviation de Tsahal qui continue de répondre systématiquement aux attaques en provenance du Liban et de la Syrie. L'artillerie également suite au grave incident qu'on a décrit un petit peu plus tôt. Et au sud, l'opération terrestre à l'intérieur de Gaza qui en est à son 16e jour. L'armée israélienne affirme que le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande côtière. Panorama des derniers développements. C'est en image avec Shani Guidalia. À la frontière nord d'Israël, les combats s'intensifient. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur des infrastructures en Syrie, après les tirs de 2 roquettes sur le plateau du Golan. Plusieurs obus de mortiers et de missiles anti-chars ont aussi été tirés depuis le Liban sur des positions de l'armée israélienne qui a riposté par des tirs d'artillerie. Le Hezbollah a annoncé la mort de l'un de ses combattants dans l'une des frappes, portant à 72 le nombre de terroristes tués. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a averti le Hezbollah que s'il intensifiait les combats le long de la frontière, ce serait une erreur historique. Si le Hezbollah commet de telles erreurs ici, les premiers à en payer le prix seront les citoyens libanais. Ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons également le faire à Beyrouth. Dans le sud, au terme de combats acharnés, Tsahal affirme que le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Tout au long du week-end, l'armée israélienne a mené des opérations pour éliminer des infrastructures et des terroristes du Hamas. Lorsque les soldats sont arrivés dans le camp d'Al-Shati près de l'hôpital Shifa, ils ont identifié des civils dans l'un des bâtiments. Alors qu'ils tentaient de les évacuer par une route sécurisée, des terroristes du Hamas ont ciblé les soldats qui ont riposté, les ont éliminés tout en protégeant les civils palestiniens. Israël continue d'appeler les milliers de personnes qui ont trouvé refuge dans les hôpitaux à partir pour pouvoir s'attaquer aux terroristes qui auraient placé des centres de commandement sous ces hôpitaux. Dans cette optique, l'armée a aussi mis en place un passage sécurisé depuis les hôpitaux Shifa, Rantissi et Nasser pour faciliter l'évacuation des civils. Et malgré les allégations contraires, le porte-parole de Tsahal est clair, Israël n'a pas frappé l'hôpital Shifa. Il y a eu beaucoup de désinformation en provenance de Gaza aujourd'hui. Je souhaite donc clarifier les faits. Il n'y a pas de siège, je le répète, pas de siège à l'hôpital Shifa. Le côté est de l'hôpital est ouvert au passage en toute sécurité pour les Gazaouis qui souhaitent quitter l'hôpital. En parallèle, les attaques de roquettes ne faiblissent pas. Les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises ce samedi et ont repris ce dimanche matin dans les localités frontalières de Gaza. L'alerte a aussi retenti samedi après une infiltration de drones lancée depuis Gaza, avant d'être abattu par le dôme de fer. Le sort des otages à présent, 239 au total, toujours retenus par les terroristes du Hamas à Gaza, hommes, femmes, enfants, des bébés, des vieillards également, kidnappés il y a donc 37 jours et emmenés de force vers la bande de Gaza. La mobilisation est quotidienne en Israël alors que des négociations seraient en cours, incluant le Qatar et les États-Unis. Les précisions d'abord de Déborah Benayoun.
Les négociations pour la libération des otages ont progressé d'un cran selon des responsables informés des discussions en cours. D'après certains médias étrangers, le Hamas, qui détiendrait la majorité des otages à Gaza, aurait proposé la libération d'une centaine d'entre eux dans le cadre d'un futur accord, ce qui représente toujours moins de la moitié des 239 otages. Israël estime que la plupart des personnes kidnappées se trouveraient dans le sud de la bande de Gaza et non dans le nord. Et les exigences du groupe terroriste pour une éventuelle libération sont élevées. Selon un responsable, le Hamas exigerait l'introduction de carburant dans la bande de Gaza, des cessez-le-feu longs, ainsi que la libération de prisonniers sécuritaires détenus en Israël. Autre scénario envisagé, selon le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah. Les États-Unis travailleraient sur un accord comprenant 3 clauses. Un cessez-le-feu temporaire de 3 à 5 jours, un échange de 140 prisonniers et une aide humanitaire comprenant l'introduction de 7000 camions et de carburant dans toutes les zones de la bande de Gaza. Et ce, en échange de la libération d'une trentaine de personnes enlevées. Jérusalem craint néanmoins que le Hamas ne respecte pas ses engagements et ne libère un nombre d'otages nettement inférieur à celui qui serait convenu. Israël craint également que les intentions du Hamas ne visent qu'à stopper l'offensive de Tsahal avant qu'elle n'arrive à son terme. Pendant ce temps, les familles d'otages maintiennent la pression sur le gouvernement. Samedi soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour demander le retour de ceux qui sont retenus à Gaza depuis 36 jours. Jacques Neri, on revient vers vous. Quand on dit que le nord de la bande de Gaza est hors de contrôle aujourd'hui du Hamas, ça ne veut pas dire qu'il est totalement sous contrôle israélien. Il y a encore du travail. Écoutez, il y a encore des terroristes qui se cachent dans les débris, dans les maisons, dans les souterrains, dans les tunnels, mais je pense que c'est une question de temps jusqu'à ce qu'ils sortent, parce qu'ils seront obligés ou bien de boire, de manger, de respirer, ça aussi, puis on les attendra là-bas. Le paysage qu'on voit aujourd'hui dans le nord de la bande de Gaza, ce sont des villes abandonnées totalement, des villes fantômes, un paysage lunaire de destruction et qui est en train d'avancer aussi vers le centre de la bande de Gaza. Mais ce n'est pas là l'objet principal. L'objet principal aujourd'hui est comment est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue à patauger ? Je dirais vraiment patauger dans la partie centrale autour de Shifa, on s'occupe des hôpitaux, tout ça, ou bien on prend une décision, ce que semble insinuer le chef d'état-major, de se diriger vers le sud, de prendre d'assaut les 3 grandes villes, Dir el-Balah, Rafah et Khan Younes, et finalement planter le drapeau israélien dans le passage à Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Je dirais que c'est aujourd'hui le sujet principal parce que, comme vous savez, le sablier commence à travailler contre nous. Pour l'instant, c'est Macron qui était la première fissure dans le mur. On verra certainement d'autres dirigeants européens qui nous aiment pas tellement ou qui pensent que d'attaquer des civils, et on oublie naturellement le fait que nous avons été attaqués par des barbares. Et tout cela, naturellement, fait que le sablier est en train de se vider de son sable et Israël doit agir aussi rapidement que possible parce que le monde ne pourra pas, même les États-Unis ne pourront pas accepter le long d'une certaine, je dirais, le plus longtemps que cette guerre va durer, ce sera beaucoup plus difficile pour eux de supporter cette situation. Donc ils voudront qu'Israël arrête. Et nous, il faudra qu'on s'arrête à la frontière avec l'Égypte. Vous dites que les dirigeants israéliens pourraient regarder d'abord cette fenêtre diplomatique que vous décrivez en train d'être rétrécie, et en fonction de ça, ils vont agir par rapport au sud de la bande de Gaza. Effectivement, déjà, je dirais, le sablier est là, et le chef d'état-major, dans sa dernière réunion dans la bande de Gaza, à l'intérieur, avec les commandants, a parlé, écoutez, très chers amis, il faut commencer à agir rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire agir rapidement ? Ça ne veut pas dire prendre d'assaut de Shifa, prendre d'assaut l'hôpital indonésien. Non, ça veut dire se diriger vers le sud. Se diriger vers le sud parce qu'il y a encore... Nous avons terminé avec deux brigades où on s'occupe de 2 brigades du Hamas. Il y en a encore 3 qui sont dans le sud, au sud de la ville de Gaza. Et à mon avis, ils sont beaucoup plus faciles à conquérir que les 2 premières. Voilà, sur donc, ces développements importants dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Jacques Neri, d'être venu sur notre plateau.